Maintenant, nous allons voir les différents oscillateurs. Nous allons voir deux oscillateurs. Nous allons parler du RSI et du stochastique. Avant d'aborder chacun de ces deux indicateurs, parlons d'abord de la notion d'oscillateur lui-même d'abord. Donc, c'est quoi un oscillateur? Alors, quand on dit oscillateur, le principe est très simple. Ça veut dire que le prix oscille autour d'une moyenne. Quand on prend un marché, vous n'allez jamais voir un marché où le prix monte sans cesse, sans jamais corriger. On dit que pour qu'une tendance soit saine, il faut qu'il y ait des corrections. Quand je dis correction, c'est que quand le marché monte, à un moment donné, il doit descendre au moins un minimum. Vous avez vu qu'avec les droites de tendance, le marché vient rebondir sur la droite avant de poursuivre sa tendance. Donc le principe c'est ça, le marché ne peut pas évoluer sans cesse, sans jamais corriger ou se retourner. À un moment donné, le marché doit corriger, le marché doit se retourner. Il y a toujours des mouvements contre la tendance pour que la tendance puisse continuer et durer. Il y a un adage qui dit que en bourse, tout ce qui va vite ne va jamais loin. Et donc, c'est sur ce principe-là que les oscillateurs se basent. Donc, l'oscillateur va faire un certain nombre de calculs sur une période donnée. Donc, ça peut être 20 périodes, 14 périodes, et va se demander si, par rapport à une moyenne, sur ces 20 périodes-là, est-ce que le prix n'a pas déjà trop monté? On sait déjà que tout ce qui va trop vite ne dure jamais, il faut que ça corrige. Ça doit nécessairement corriger à un moment donné. Donc ce qu'on recherche ici, c'est le moment où ça a déjà trop monté et ça doit corriger ou redescendre carrément. Donc le RSI va faire ses calculs. Le RSI, tout comme le stochastique, là on parle généralement des oscillateurs, donc vont faire leurs calculs et nous dire, oui, maintenant, on a déjà trop acheté ou on a déjà trop vendu, c'est-à-dire on a déjà trop monté ou on a déjà trop descendu. Et du coup, au minimum, nous allons avoir une correction. Et donc, les oscillateurs vont être basés sur des notions de surachat et de survente. Et quand on sera en surachat, ça veut dire qu'on a déjà trop acheté et qu'il faut vendre. Et quand on sera en survente, ça veut dire qu'on a déjà trop vendu et qu'il faut acheter. Donc, pour chaque oscillateur, la zone de surachat sera définie et pour la zone de survente aussi sera définie. Donc, on va commencer tout de suite par le RSI. Sur le RSI, la zone de surachat, c'est à partir de 70 jusqu'à 100. Et la zone de survente, c'est à partir de 30 jusqu'à 0. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, de 70 à 100, on a mis overbought zone, ce que dit zone de surachat. Et en bas, on a mis oversold zone, ce que dit zone de survente. Donc, en bas, vous achetez, en haut, vous vendez, comme vous pouvez le voir, il y a sell et buy. Donc, c'est aussi simple que ça, comment on utilise le RSI. Maintenant, il y a un petit truc en plus. Quand vous prenez le RSI, vous avez la zone de 70 et 30 qui est définie par défaut. Donc, à la base, c'est pour ça que le RSI est fait, pour avoir les zones de surachat et de survente. Mais au fil du temps, on a constaté que le niveau de 50, donc en dehors du 30-70, le niveau de 50 sert souvent à confirmer la tendance. Donc parfois, quand on passe la zone de surachat ou de survente et que la tendance démarre, quand on passe 50, la tendance a plus de chances de durer. Vous voyez, donc quand on a constaté ça, la plupart des traders ont commencé à ajouter eux-mêmes le niveau de 50 pour l'utiliser afin de confirmer des tendances. Donc on peut par exemple ajouter le RSI à un système, c'est-à-dire avec d'autres indicateurs. Et à chaque fois qu'on passe la zone de 50, on confirme le signal de l'autre indicateur. Donc il y a beaucoup qui l'utilisent avec moyenne mobile ou autre. Donc dès qu'ils ont le signal sur le graphique, ils regardent le RSI pour voir si le RSI confirme le signal qu'ils ont sur le graphique. C'est-à-dire que si on a passé la zone de 50, et quand on a passé la zone de 50, ça veut dire pour eux que bon, là le signal est valide quoi. Donc c'est ce que vous voyez là. Maintenant, ici vous pouvez voir les signaux du RSI, vous pouvez voir comment ça fonctionne. Et là vous voyez
à chaque fois qu'on passe la zone de 30, on met une flèche pour indiquer qu'il faut acheter. Et vous pouvez faire le lien avec ce qui se passe sur le graphique en projetant juste, en regardant. En tout cas, vous, si vous regardez, vous pouvez voir que à chaque fois, il y a la flèche en bas et la flèche en haut pour montrer là où le signal est donné sur le RSI et ce qui se passe sur le graphique juste après. Donc, les flèches montrent les moments où on a acheté conformément au signal du RSI et les moments où on a vendu conformément au signal du RSI. Et vous pouvez voir que on a une précision chirurgicale. Maintenant, cette précision est due au fait que le marché n'a pas une tendance claire. Quand on va l'utiliser dans un marché où il y a une tendance qui est vraiment forte, on n'aura pas les mêmes résultats, ce ne sera pas aussi efficace. Donc, je vous conseille vraiment, quand vous voulez utiliser les zones de surachat et de suivante du RSI, de l'utiliser dans une tendance plutôt range. Donc, dans un trading range, quoi. Et maintenant, bon, pour le 50%, vous pouvez le combiner à d'autres systèmes pour confirmer la tendance, comme je vous l'ai dit. Maintenant, le deuxième oscillateur, c'est le stochastique. Donc, le stochastique, c'est à peu près la même chose que le RSI. C'est basé également sur les notions de surachat et de survente. Mais ici, la zone de surachat, ça va être à partir de 80 jusqu'à 100. Et la suivante, la zone de suivante, c'est à partir de 20 jusqu'à 0. Donc, c'est pareil que le RSI. Vous achetez dans la zone de suivante et vous vendez dans la zone de surachat. En plus, ici, on a deux lignes. Donc, le croisement, c'est ce qui va nous donner le top. Dès qu'on rentre dans la zone de surachat ou de suivante, ça fait premier alerte. Et pour trouver le point d'entrée précis, le moment où il faut appuyer sur achat ou vente, il faut attendre qu'il y ait le croisement. Donc, il faut que ça se croise dans l'autre sens, dans le bon sens, quoi, le sens où vous voulez aller maintenant avec le marché. Pour le RSI, l'idéal, c'est d'attendre qu'on recroise la ligne de 70 vers le bas. Mais ça, vraiment, c'est comme on dit, c'est un peu comme on a observé, on a trouvé, c'est pas des règles. Comme pour le stochastique ou le croisement, oui, ça fait partie intégrante du système. Le RSI, on a constaté que, bon, pas précaution si on attend. Sinon, le RSI, dès qu'on rentre, le point d'entrée, ça ne dépend que du trader. Mais on a constaté que si on attend qu'on repasse la zone de 70 vers le bas ou bien la zone de 30 vers le haut, le signal est un peu plus efficace. Donc ici, voilà comment ça se passe. Dès qu'on a le croisement, vous pouvez vendre ou acheter suivant que vous êtes dans une zone de surachat ou de suivante. Dans les fractales, c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est juste de petites flèches qui apparaissent pour nous mettre en évidence les sommets et les creux potentiels très tôt pour que nous puissions les utiliser de différentes manières. Il existe plusieurs manières d'utiliser les fractales. Maintenant, la manière que moi j'aime le plus et qui ne laisse pas place à de l'ambiguïté, c'est celle-ci, c'est celle qui consiste à les utiliser pour tracer les niveaux clés. Parce que vous savez que pour tracer les niveaux clés, pour tracer support, résistance, droite de tendance, on a besoin des creux et des sommets. Donc, étant donné que les fractales nous permettent de mettre en évidence très rapidement les creux et les sommets, cela va nous être utile parce que nous allons pouvoir utiliser les fractales pour tracer les niveaux. Comme vous pouvez le voir à l'écran ici, on a tracé les deux droites de tendance uniquement grâce à l'indicateur fractal. Mais dans les fractales, comment ça apparaît? Bien, une fractale va apparaître quand on aura une bougie qui va faire un plus haut et deux bougies vont s'ouvrir après elle et ne vont pas marquer un plus haut que celui qui a été marqué par cette bougie-là. Donc là, on aura une fractale en haut. De la même façon, si on fait un plus bas et que deux bougies suivent cette bougie et ne fait pas un plus bas que le plus bas de cette bougie-là, là aussi, on va avoir une fractale qui va apparaître en bas. Et donc, comme je vous le disais, on peut utiliser les fractales tout simplement pour relier les niveaux clés. Il y a d'autres stratégies, mais ces stratégies sont un peu ambiguës. Un indicateur qu'on appelle l'ADMI, Average Directional Movement Index. Donc, l'ADMI est constitué de trois lignes. Nous avons l'ADX, moins DI et plus DI.
Donc, moins DI, c'est ce que vous voyez. Là, on a mis flèche et on a mis ADX. ADX est de couleur noire là, mais sur votre graphique, ça peut bien être de couleur bleue. Mais ce n'est pas pour autant que c'est difficile à repérer. Si vous placez votre curseur dessus, vous aurez le nom qui va s'afficher. L'ADX est en haut, souvent en haut, et se mêle rarement aux deux autres lignes. Maintenant, les deux autres, il y a plus de I, il y a moins de I. Le plus souvent, plus de I sera dans une couleur verte ou bleue, en tout cas une couleur qui symbolise la hausse, et moins de I sera dans une couleur plutôt rougeâtre ou bien orange comme ça. Maintenant, comment est-ce que on utilise cet indicateur? Les lignes auront chacune leur rôle. L'ADX va nous montrer la force du mouvement qui est en cours. Donc, c'est un peu comme jauge qui va nous permettre de savoir s'il faut rentrer en position ou pas. Est-ce que le mouvement peut faire une tendance ou bien est-ce que le mouvement, c'est un mouvement de range? Vous voyez? Donc, la force du mouvement et la viabilité du mouvement. L'ADX est utilisé pour confirmer les signaux de plus de I et de moins de I. Donc, pour utiliser l'indicateur, c'est très simple. La première question, on se demande entre plus de I et moins de I, lequel est en haut? Donc, si c'est plus de I qui est en haut, ça veut dire signal haussier. Si c'est moins de I qui est en haut, signal baissier. Maintenant, cela ne suffit pas pour rentrer à l'achat ou à la vente. Si vous avez plus de I qui est en haut, signal haussier, vous devez maintenant vous demander est-ce que l'ADX confirme que le mouvement peut faire tendance, que je peux rentrer et que je vais avoir du volume du mouvement. Est-ce que le mouvement donné par plus de I sera fort? Et si l'ADX valide, là maintenant vous rentrez en position. Maintenant, comment l'ADX valide? L'ADX valide en passant la zone de 20. La zone de 20. Maintenant, il y a des gens qui préfèrent 24, 25. C'est à vous de voir en fonction de votre tolérance au risque. Moi, je vous conseille de couper la poire en deux, de mettre 22 ou 23. Comme ça, dès que nous serons inférieurs, c'est-à-dire nous aurons l'ADX qui sera inférieur à 23, là, vous estimerez que le marché est en range, en consolidation. Et dès que nous allons passer la zone de 23 là, ou bien 20, en tout cas à vous de voir, moi je vous conseille 23. Vous pouvez garder 20. 20, c'est le paramètre par défaut, c'est ce qui est conseillé. Mais si vous voulez être en retard, mais avoir plus de certitude, vous pouvez choisir 25. Ou vous pourriez choisir de couper la poire en deux, comme je l'ai dit, en choisissant 23. Donc quand on va passer 23 par l'euro, là vous allez estimer que le mouvement est viable, que ça peut faire une tendance et vous allez pouvoir rentrer en position, comme vous pouvez le voir à l'image, où on a plus de I qui passent en haut, l'ADX qui est supérieur à 20, et puis il s'en est suivi un bon mouvement aussi. Vous pouvez même voir que ici on a combiné ça avec moyenne mobile et le signal correspondait au changement de tendance sur la moyenne mobile. Et vous pouvez voir, il s'en est suivi un très bon mouvement haussier. Donc vous avez aussi là une idée de comment on combine deux indicateurs pour avoir des signaux plus forts afin de gagner plus facilement et plus souvent. Donc c'est tout pour ce cours sur les indicateurs techniques.